Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux ce matin avec nous pour cette journée autour des manuscrits de Marcel Nadjari. Certains des invités s'exprimeront en anglais, donc vous avez un casque qui vous a été donné en arrivant. Il faut mettre simplement sur le canal 1 pour écouter vers le français et 2 pour écouter vers l'anglais, mais plutôt écouter vers le français. On va débuter cette journée avec la lecture du premier manuscrit de Marcel Nadjari, lu donc, ce sont des extraits, mais quasiment in extenso, lu par donc Emmanuel Salinger. Puis nous débuterons cette journée après la lecture. Voilà. Donc en deux temps, il y aura une seconde lecture en ouverture cet après-midi du second manuscrit. Bonne journée. Merci. À mes chers amis, Dimitrios Satan Stephanides, Ilias Cohen, Georgios Gounaris, ma chère amie Smaro Ephraimidou d'Athènes, et tant d'autres, dont je me souviens toujours. Et pour finir, à ma chère patrie Grèce, dont j'ai toujours été bon citoyen. Nous sommes partis de notre Athènes le 2 avril 1944, après que j'ai souffert le martyre durant 1 mois au camp de Haïdari, où je recevais toujours des colis de la chère Smaro, dont les efforts pour moi, qui me sont restés inoubliables dans ces mauvais jours que je traverse, m'ont toujours fait penser à elle. C'est pourquoi, mon cher Mitsos, si jamais tu reçois cette lettre, tâche d'apprendre son adresse par mon cousin Ilias, et aide-la toujours, et dites-lui que Manolis ne l'a oublié à aucun moment, et que malheureusement, de toute évidence, nous ne pourrons plus nous revoir. Après 10 jours de voyage, le 11 avril, nous sommes arrivés à Auschwitz, où ils nous ont transférés dans le camp de Birkenau. Nous sommes restés environ 1 mois en quarantaine, et de là, ils nous ont envoyés, les valides et les robustes, où, mon cher Mitsos, dans un crématoire. Je vous expliquerai plus bas notre beau travail que le Tout-Puissant a voulu que nous fassions. C'est un grand édifice avec une large cheminée et avec 15 fours. Sous un jardin, il y a 2 grandes pièces souterraines immenses. L'une sert à se déshabiller et l'autre est la chambre de la mort où les gens entrent nus et où, quand à peu près 3000 personnes sont entassées, elle est fermée et ils les gazent. Et puis, après 6-7 minutes de martyre, elles rendent l'âme. Notre travail consistait d'abord à les accueillir. La plupart ne connaissaient pas leur sort, ils riaient ou ils pleuraient. Il leur disait qu'il s'agissait de prendre une douche, et ils allaient sans le savoir à la mort. Jusqu'à aujourd'hui, mes amis, je n'ai pas dit qu'ils vont à la douche. Alors que je peux leur dire des mensonges, je leur disais seulement que je ne comprends pas la langue qu'ils me parlent, et aux compagnons, hommes et femmes, dont je voyais qu'ils étaient condamnés, je disais la vérité. Après qu'ils étaient tous nus, ils avançaient vers la chambre de la mort. Dedans, les Allemands avaient installé au plafond des canalisations pour leur faire croire qu'ils vont ressortir de là. Le fouet à la main, les Allemands les forçaient à se presser pour en entasser le plus possible. Une véritable boîte à sardines d'êtres humains. Puis, ils fermaient la porte hermétiquement. La boîte de gaz arrivait avec la voiture de la Croix-Rouge allemande, avec 2 SS.
Ce sont des préposés au gaz qui, par des sortes de trappes, leur jetaient le gaz. Une demi-heure plus tard, nous ouvrions les portes et notre travail commençait. Nous transportions les cadavres de ces innocents femmes et enfants jusqu'au mont de charge qui les menait à la pièce des fours, et là, ils les mettaient dans les fours où ils brûlaient sans combustible à cause de la graisse qu'ils ont. D'un homme, il ne restait qu'une demi-auque de cendres environ, que les Allemands nous obligeaient à battre et à passer dans un gros tamis. Et puis une voiture les emportait, et elle les jette dans le fleuve qui passe tout près, la Vistule. Et ainsi ils font disparaître toute trace. Les horreurs qu'ont vues mes yeux sont indescriptibles. Mes yeux ont vu passer environ 600 000 juifs de Hongrie, des Français, des Polonais de Litzmatstadt, 80 000 environ, et dernièrement ils recommencent, et environ 10 000 juifs de Theresienstadt de Tchécoslovaquie sont arrivés. Aujourd'hui, un transport est arrivé de Theresienstadt, mais grâce à Dieu, ils ne nous l'ont pas envoyé. Ils les ont gardés au lager. Ils disent qu'ordre a été donné de ne plus tuer de juifs, et visiblement c'est vrai. Voilà peu, ils ont changé d'avis maintenant qu'il ne reste plus de juifs en Europe. Pour nous, pourtant, la chose est différente. Nous devons disparaître de la terre, car nous connaissons beaucoup de choses sur leurs méthodes inconcevables de malfaisance et de tuerie. Notre commando s'appelle Sonderkommando, commando spécial. Il était constitué au début de 1000 hommes, dont 200 Grecs, et le reste de Polonais et de Hongrois. Et après une héroïque résistance, car ils voulaient en exécuter 800, ils sont tombés, tous, 100 devant le camp et les autres à l'intérieur. Mes bons amis Vico Brudo et Moïse Aaron de Thessalonique sont tombés. Maintenant que cet ordre a été donné, ils vont nous liquider, nous aussi. Nous sommes 26 Grecs au total, et les autres sont des Polonais. Du moins pour les Grecs, nous sommes déterminés à mourir comme de vrais Grecs, comme tout Grec sait le faire, en montrant jusqu'à nos derniers instants que malgré la supériorité des criminels, un sang grec coule dans nos veines, comme nous l'avons montré aussi dans la guerre contre l'Italie. Mes amis, vous direz en lisant « Quel travail j'ai fait ! Comment moi, Manolis, ou qui que ce soit d'autre effectuant ce travail, j'ai pu brûler mes coreligionnaires. » C'est ce que je disais, moi aussi, au début. J'ai pensé plusieurs fois entrer, moi aussi avec eux, pour en finir. Mais la vengeance m'a toujours retenu. J'ai voulu, et je veux vivre pour venger la mort de papa, de maman et de ma sœur chérie Nelly. Je ne crains pas la mort. Comment pourrais-je avoir peur d'elle, après tout ce que mes yeux ont vu? C'est pourquoi, Ilias, mon cher cousin, si je n'existe plus, sachez, toi et tous mes amis, quel est votre devoir. J'ai appris par ma chère cousine Sarkiaouli, te souviens-tu, elle était chez nous, elle est en vie aujourd'hui, que Nélika était avec ta chère sœur Erika dans ces derniers instants. Mon seul désir est que vos mains reçoivent ce que je vous écris. Les biens de ma famille, c'est à toi que je les cède, Mitsos Dimitrios Stéphanides, fils d'Athanasios, en te priant de prendre auprès de toi mon cousin, Ilias Isaac Cohen. Et tu dois le considérer comme un autre moi-même. Prends toujours soin de lui. Et si par hasard Sarikaouli, ma cousine, revient, comporte-toi avec elle, mon cher Mitsos, comme tu t'es comporté avec ta nièce, ma chère Smaragda, car nous souffrons tous ici comme ne peut l'imaginer le cerveau de l'homme. Souvenez-vous de temps à autre de moi, comme je me souviens de vous. Mon destin
n'était pas de voir, moi aussi, notre Grèce libre, comme vous l'avez vu le 12 octobre 1944. Si quelqu'un demande de mes nouvelles, dites-lui que je n'existe plus et que je suis parti comme un vrai Grec. Aide, mon cher Mitsos, tous ceux qui rentreront du camp de Birkenau. Je ne suis pas triste, mon cher Mitsos, de mourir, mais de ne pas pouvoir me venger comme je veux. Si par hasard tu reçois une lettre de nos parents de l'étranger, il faut leur répondre que la famille Nadjari a disparu, assassinée par les Allemands civilisés, Nouvelle Europe. Tu t'en souviens, mon cher Georgios? Mitsos, le piano de Manelli, emporte-le chez les Sionidis et donne-le à Ilias pour qu'il l'ait toujours près de lui pour se souvenir d'elle. Il l'aimait tant, et elle aussi. Presque chaque fois qu'il tue, je me demande si Dieu existe, et pourtant j'ai toujours cru en lui, et je crois encore que Dieu le veut, que sa volonté soit faite. Je meurs content, car je sais qu'à l'heure actuelle, notre Grèce est libre. Je ne vivrai pas, moi, que les autres vivent. Mes dernières paroles seront « Vive la Grèce !» Marcel Nadjari. Birkenau, le 3 novembre 1944. Ça fait 4 ans environ qu'ils tuent les Juifs ici. Ils ont tué des Polonais, des Tchèques, des Français, des Hongrois, des Slovaques, des Hollandais, des Belges, des Russes, et toute la Thessalonique, sauf environ 300 d'Athènes, Arta, Corfou, Kos et Rhodes, qui vivent jusqu'à aujourd'hui. En tout, environ 1 400 000. Bilan général, mes amis. Nous sommes Pierrette Turlet et moi-même, Anne-Laure Brisac, les éditrices des deux archives de Marcel Nadjari et les textes qui accompagnent ces deux archives. Mes chers amis, merci beaucoup pour votre présence. Merci d'être nombreux aujourd'hui au mémorial et par-delà les écrans, ailleurs en France, en Grèce et peut-être au-delà encore. Merci tout particulièrement à nos hôtes, le mémorial, M. Fredge, président. Merci Pauline Dubuisson, votre équipe, avec qui nous avons travaillé si efficacement. Merci, je remercie très chaleureusement, avec beaucoup d'émotion, et Pierrette, je sais, s'associer à moi, à tous ceux qui nous ont soutenus dès le début de cette entreprise qui date d'il y a plusieurs années. Je veux citer tout d'abord Pierre-Alexis et Sophie Lumin, Vera Michalski, la Fondation Michalski, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Fondation d'entreprise La Poste, le Centre national du livre. Merci à tous. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont accepté de se laisser embarquer dans cette aventure. Nelly et Alberto. Nelly est ici présente. Nelly et Alberto, les enfants de Marcel. Frangiske Abazopoulou, par qui tout a commencé il y a plus de 30 ans, et on aura l'occasion de raconter cette histoire. Loïc Marcoux, le traducteur, pour son exceptionnel travail, et à tous les auteurs de ces ouvrages. Serge Klarsfeld, Georges Didier Huberman, qui malheureusement n'est pas des nôtres aujourd'hui car il est retenu à l'étranger. Tal Brutman, que vous verrez cet après-midi, qui a également accepté de superviser tous les textes en tant qu'historien, car nous sommes éditrices et non historiennes. Andreas Kellian, merci pour votre patience, cher Andreas. Merci à Jacques Duvernay, son traducteur, et à sa patience aussi. Et dans les replis des pages de ce livre, et Pierrette aura l'occasion d'en parler pour le sien, merci, derrière les fichiers, des échanges multiples de fichiers Word, InDesign, tout ce travail technique, merci à Déborah Bertol, à Sami Stabor, qui est l'auteur de l'aquarelle qui a fait l'objet que j'ai utilisé pour la couverture.
Tous ont créé, œuvré, soutenu notre travail qui a abouti à ces ouvrages. Et je n'oublie pas nos amis Henriette Asseo, Agnès Vieviorka, qui nous accompagnent si amicalement depuis des mois de toute la profondeur de leur savoir. Aujourd'hui, c'est Marcel Nadjari qui sera au centre de nos échanges. En 5 années de quasi-compagnonnage avec ses écrits, j'ai presque le sentiment de l'avoir un tout petit peu connu, et mon admiration à son égard va croissant tous les jours. Tout a commencé au début de l'année 2016, peut-être même avant encore, quand mon amie l'écrivaine grecque Maria Efstathiadi m'a parlé pour la première fois de la lettre que Marcel Nadjari avait laissée dans le sol de Birkenau en novembre 1944. Elle m'a montré la copie de l'édition grecque de 1991, la première édition, le travail déjà pionnier de Frangis Kiabadzopoulou et l'impulsion ainsi donnée aux études sur les Juifs de Grèce. Cette édition de 91 reprend 10, peut-être 15%, à peine plus, vous avez vu les feuillets là, des 12 feuillets que Marcel a rédigés dans l'urgence absolue, l'effroi et la certitude de la mort imminente. 12 feuillets qu'il avait cachés au pied d'un arbre, non loin du crématoire 3 où il avait été affecté. 36 ans plus tard, en 1980, la Terre a rendu aux humains le texte de Marcel. Un homme, un Polonais, Leslav Dirks, je m'excuse pour la prononciation, a découvert ce texte glissé dans une bouteille en verre, elle-même enroulée dans un sac, une sacoche en cuir. Et les mots de Marcel ont pu nous parvenir, nous être enfin transmis. Voilà ce que m'a raconté Maria Efstathiadi il y a donc plusieurs années. Ma stupéfaction à entendre cette histoire, moi qui ne suis pas historienne, qui ne connaissait quasiment rien à l'histoire des Sonderkommando, a été immense à l'instant même. J'avais créé 5 ans auparavant la maison d'édition Signes et Balises. Le fil rouge du catalogue est la transmission, la parole qui passe de l'un à l'autre pour dire l'expérience, singulière ou collective, la dire sous les formes les plus diverses, mais aussi la parole qui parfois peine à passer, qui alors emprunte des voies détournées, qui invente et ouvre des passerelles inexistantes jusque-là. Et il m'a semblé immédiatement évident, en écoutant mon amie Maria, que je publierai un jour cet écrit, ces 2 écrits, puisque, comme vous savez, Marcel a rédigé un second texte 3 ans plus tard, dont nous parlerons davantage cet après-midi. Il m'est apparu évident que je donnerais corps à ces écrits de Marcel Nadjari, pour lui qui avait couru tant de risques, qui avait vécu tant de douleurs et d'abominations, comme résistant au nazisme, comme déporté. Il m'a paru évident que, en tant qu'éditrice, je rendrais solide et à jamais transmissible à leur tour, de cette manière, sous forme d'un livre, les 12 feuillets si fragiles qu'il avait cachés dans la terre. C'était bien le moins que ces pages, celles de 44 et celles de 47, méritaient. L'aventure éditoriale a pris ensuite une forme nouvelle, inattendue et surtout très riche. Car, en fait, je me suis trouvée dans l'impossibilité de lire ces textes que je lisais en grec, trop bouleversée par ce qu'ils racontaient. Dans un premier temps, j'ai donc renoncé à la promesse que je m'étais faite. Et j'ai proposé à mon amie Pierrette Turlet d'intégrer ce projet dans son catalogue, le catalogue des éditions Artulis, parfaitement adéquat. Et Pierrette a eu cette très belle phrase, cette très généreuse réaction. Nous allons le faire ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce sont 2 ouvrages que nous vous proposons aujourd'hui. L'aventure éditoriale est devenue ensuite une aventure collective et collégiale à différents titres, et je tiens énormément à souligner cette dimension. Nous avons formé durant 5 années de travail, bien sûr pas toujours continu, une équipe, un ensemble, une fraternité, une communauté, comme
je crois, l'a écrit Georges Didier Huberman dans un courrier qu'il nous a envoyé. Avec Loïc Marcoux qui a immédiatement accepté de traduire ces documents, puis grâce à Antoine Grande, qui est aujourd'hui directeur du musée de la Résistance à Toulouse, avec Tal Brutmann et avec tous les auteurs. J'ai tant appris grâce à eux. Nos échanges ont été si fructueux pour des textes délicats et difficiles à tout point de vue. À chaque minute de notre travail, nous étions fiers de nos efforts pour rendre hommage à Marcel et faire avancer la connaissance sur les Juifs de Grèce, les Sonderkommando, leur courage toujours, leur héroïsme souvent, leur destinée. Marcel et ses camarades, ses amis de la prison de Haïdari et du camp. C'est à ses amis de Thessalonique qu'il écrit la lettre qu'il enfouit à Birkenau. Nous sommes heureuses, Pierrette Turlet et moi, et heureux, nous tous qui avons contribué à ces deux publications, de rendre la parole de Marcel et de ses amis lisible et audible pour longtemps, espérons-le. Et c'est aussi au nom de cette amitié que je passe la parole à Pierrette Turlet. Qui va essayer de faire semblant de ne pas être émue. Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens bien entendu à associer mes remerciements à ceux d'Anne-Laure Brisac. Nous savons l'une et l'autre ce que les deux publications, la journée d'études et bientôt le site numérique doivent à chacun d'entre vous, et en particulier à Nelly Nadjari et à Alberto, son frère, les deux enfants de Marcel Nadjari. Je souhaiterais vous parler ce matin de ce que représente pour moi l'acte de publier des manuscrits comme ceux de Marcel Nadjari, mais de les publier sous une forme singulière, tout à fait particulière. Et je dois vous dire tout d'abord quelques mots sur ce par quoi tout a commencé, car ces prémices sont intimement liées à ces deux archives exceptionnelles. J'avais 10 ans lorsque j'ai découvert l'existence des camps d'extermination. C'était au mois de juin 1969. Je me souviens que dehors, le temps était très beau. Dedans, le temps s'est d'un seul coup immobilisé. Irréversible, cette découverte venait de s'abattre sur moi comme l'envers d'un apprentissage, ni structurée, ni progressive, ni dialectique. Elle était inédite au regard de mes possibilités de compréhension. Je ne me souviens pas d'avoir posé de questions ce jour-là, ni dans les jours qui ont suivi, pressentant confusément que le monde adulte pourrait sans doute contextualiser, dérouler l'enchaînement politique de causes et de conséquences, mais échouerait à formuler une réponse à ma question. Il me semble que bien plus souvent qu'on ne le croit, ce sont les enfants qui cherchent à protéger leurs parents et non pas l'inverse, même si cette idée est difficile à admettre. Sans doute aurez-vous, chère Nelly Nadjari, quelques mots à nous dire sur ce point. J'ai depuis longtemps l'idée que les éditions Artulis sont nées en cette année 1969, même si, vous vous en doutez, elles n'ont pas été fondées à ce moment-là. Mais si j'associe leur création à ce temps lointain, c'est parce que les notions de résistance, d'opposition, de désobéissance ou d'écart ont aussi, et dans le même temps, germé à cette époque. Ces notions sont issues, sans aucun doute, du creuset de l'école laïque et républicaine, et de grands récits. Oradour-sur-Glane, les pendus de Tulle, les résistants de la main-d'œuvre immigrée, la Moye, combattant dans les maquis de Corrèze, ma région. Un univers s'ouvrait qui accueillerait un jour Nadjari. Cet univers, soutenu par une relation irrationnelle à l'écrit et au livre, m'a permis de fabriquer très tôt l'indispensable remède symbolique au poison des violences politiques, des haines et des assassinats de masse, découverts un jour particulier de juin. Puis le besoin de connaître, d'approfondir et plus tard de transmettre des archives témoignant de ce trésor de sens que recèlent à mes yeux les écritures réfractaires, nécessaires, les écritures de l'urgence et de la survie, ont abouti en 1999 à la création des éditions et de la ligne éditoriale Artulis,
dont les 2 manuscrits de Nadjari constituent en 2023, grâce à toi, chère Anne-Laure, les 2 cœurs battants. De cette ligne éditoriale sont nés peu à peu plusieurs livres qui précèdent celui de Nadjari et l'embarquent dans une parentèle commune, prédisposée à l'accueillir et attachée à construire, pour lui aussi, un ouvrage exigeant quant au contenu et pour lui aussi d'une certaine facture. La matérialité même du livre de Nadjari, sa forme, dont je vais vous dire quelques mots dans un instant, sa forme donc, comme celle de tous les livres antérieurs aux siens, qu'il s'agisse de typographie, de papier, d'étui de protection, de reliure, correspond en effet pour moi à la recherche de l'ajustement exact entre une archive et une forme, qui dépasse très très largement la question du beau livre et ne peut absolument pas se résorber en elle. Mais cette forme correspond aussi à la façon de signifier, comme dans une sorte de surcroît de sens, l'estime considérable que j'ai pour Nadjari et pour les auteurs d'écriture nécessaires, d'écriture de survie que j'ai à cœur de publier. C'est mon engagement à l'égard de tous. Les livres qui précèdent le Nadjari sont notamment les cahiers de l'île du diable, le second enfer de l'imprimeur Étienne Dolé, les grimoires illuminés de ce paysan lorrain né en 1802 et artiste de l'art brut Pierre Richard, ou les tracts et les papillons de la résistance, papier de l'urgence. Et j'aime beaucoup à penser que le jeune Nadjari, si doué pour l'amitié et l'humour, si drôle, nous disent tous ceux qui l'ont connu et côtoyé, quand il n'était pas traversé par la terreur de la remémoration, que le jeune Nadjari, donc, aurait aimé la camaraderie insolente, opiniâtre, courageuse des auteurs de ces tracts qui, pris sur le fait avec leurs papillons dans une doublure de veste ou une semelle de chaussures, risquaient le Mont Valérien. Ces livres, chacun à leur façon, et tout comme les manuscrits de Nadjari, nous parlent d'une histoire individuelle ou collective qu'a tenté d'abîmer la grande histoire et qui parfois y est parvenue. Mais, et ce point est d'une importance capitale, chacun de ces livres porte en lui aussi et surtout le ferment, la marque inscrite dans la chair de l'archive d'une détermination de leurs auteurs à se battre, à ne pas renoncer, à témoigner et à transmettre. Tous ces livres, le Nadjari inclus, correspondent à des rencontres exceptionnelles avec des archives qui se trouvent elles-mêmes le plus souvent en état d'urgence, vous l'avez vu avec les folios tout à l'heure de Nadjari, ou qui se trouvent en tout cas en état de souffrance, c'est-à-dire qu'elles sont fragiles, abîmées, au rebut, illisibles ou rescapées, et j'emploie bien entendu le mot à dessein. Il m'est arrivé d'observer que, curieusement, ces archives n'intéressaient personne, ou moins curieusement, qu'elles faisaient peur en raison de leur contenu, en effet. Elles me passionnent et leur valeur exceptionnelle induit à mes yeux un certain type de publication. Ce type de publication passe par des livres d'une certaine facture nécessairement, je vous le disais, mais également par des livres qui dérogent à un rythme contraint de parution en raison même du caractère rare, insigne des archives concernées. Il passe par des livres qui échappent à un modèle de diffusion préétabli, prescrit, imposé, et tentent de s'affranchir de modèles de communication bruyants. Il passe par des livres, enfin, qui ne peuvent aboutir que dans un temps de conception, d'élaboration et de fabrication long, voire très long. Il constitue en soi, il me semble, et sans doute plus qu'il n'y paraît, une forme et une force de résistance dans le monde éditorial actuel. Le livre, tel que je l'imaginais, a été rendu possible grâce à l'acuité typographique de Jean-Luc Chanroux, graphiste du livre et des livres précédents, à sa conception extrêmement subtile, profonde, de la mise en page et en image, et à l'intérêt que nous partageons l'un et l'autre pour le contenu et la forme d'archives tels que les manuscrits de Nadjari. La conception du livre repose sur 3 idées socles. L'enfouissement des folios du premier manuscrit et leur émergence grâce aux images de l'analyse multispectrale, l'édification d'une stèle en l'honneur de 54 Zondorp-commandos grecs et la résurgence de la voix de Nadjari à 8 reprises dans la mémoire et le chaos des ruines de Birkenau. Je tiens à remercier Andreas Kilian,
qui a accepté de nous confier ses photographies originales du camp d'Auschwitz-Birkenau, images qui ont inspiré à Jean-Luc Chanroux la création graphique originale des résurgences ponctuant l'ouvrage. Donc les 12 folios du premier manuscrit se présentent donc comme enclos à l'intérieur de pages fermées en tête et qu'il faut soulever pour les découvrir dans leur illisibilité spongieuse tels qu'ils étaient au moment de leur découverte à Birkenau en 1980. Le texte grec issu de l'analyse multispectrale de ce folio atteste qu'elle a permis de les déchiffrer entièrement ou presque. On doit cette performance en fait à une technologie qui associe, pour le dire vite, je fais vraiment semblant d'être savante, là, l'élargissement du spectre lumineux, la modification des paramètres de couleur, l'utilisation d'objectifs spéciaux et l'informatique. Mais on la doit surtout, en fait, à la volonté acharnée du travail conjoint de l'historien russe Pavel Polian et de son compatriote, l'expert en informatique Alexandre Nikitiev. Ces images sont disposées, comme le palimpseste qu'elles sont, après les images enfouies et en vis-à-vis de la traduction en français de chacun des folios. L'ensemble de ces folios réunis représente à la fois un testament et un témoignage d'une importance considérable sur le Sonderkommando d'Auschwitz et un acte de résistance. Testament, puisque sûr de la liquidation du Sonderkommando, Nadjari adresse ses dernières volontés à ses plus proches amis. Témoignage, puisqu'il décrit les besognes effroyables auxquelles il est contraint et qu'il évoque le soulèvement, la révolte du Sonderkommando. Et acte de résistance, puisqu'il cherche à donner à son écrit une valeur de preuve destinée à la communauté humaine, bien qu'il pense qu'il va mourir et parce qu'il pense qu'il va très bientôt mourir. Ces 12 folios sont complétés par le manuscrit de 1947, reproduit en fac-similé, dans lequel Nadjari consigne des informations précises dans le but qu'elles ne soient pas altérées par les défaillances de sa mémoire. Mobilisation, engagement dans la résistance, arrestation sur dénonciation, torture qu'il subit au cours de son emprisonnement, déportation, affectation aux Sonderkommando, marche de la mort jusqu'à Mauthausen et travaux forcés à Melk et Gusen, et retour à Mauthausen. Les historiens présents ici développeront bien entendu tous ces points. Par ailleurs, et comme pour les livres que je publie, le premier manuscrit de Nadjari et un certain nombre de folios du second figureront prochainement avec l'ensemble des articles, des repères chronologiques et des annexes de l'ouvrage sous la forme d'un autre support qui n'est ni une édition courante, ni une édition à tirage limité, mais une édition numérique consultable sur le site des éditions Artulis. Cette forme d'édition de poche virtuelle est destinée à mettre à la disposition des internautes gratuitement des contenus dont l'importance au regard de leur intérêt universel mérite de toucher le lectorat très vaste que permet cet outil. Je voudrais dire quelques mots également sur la stèle qui figure dans le livre et à laquelle je tenais infiniment. Il s'agit d'une sorte de pierre de papier qui inscrit dans le livre par ordre alphabétique le nom en français puis en grec de 54 Sonderkommando grecs avec en vis-à-vis le sort qui est advenu à chacun d'eux. On doit l'établissement de cette stèle documentée à l'historien Andreas Kilian, dont on doit saluer le travail. Je ne saurais vous dire le sentiment de responsabilité que j'ai eu en prenant le parti d'intégrer cette stèle dans le livre et en l'éditorialisant, c'est-à-dire en croisant les informations auprès des historiens, Andreas déjà cité et Tal Brutman, et en revérifiant sans relâche avec Loïc Marcoux et Anne-Laure Brisac, très compétents en grec, la translittération du prénom et du nom de ces 54 hommes à l'épicentre de la catastrophe, pour reprendre des mots connus. Et vous parler de responsabilité est en fait un stratagème pour éviter de vous dire l'émotion, l'empathie, le respect que m'inspirent ces hommes dont on n'a parfois que le seul patronyme ou la seule date d'exécution. La lecture de leurs noms dans les deux langues, grecque et française, pourrait constituer un chant inédit et édifiant. Résurgence, et vous le savez, le sous-titre du livre. La voix de Marcel Nadjari aurait pu disparaître.
La mise en page rend compte de ce péril et ces mots, en grec d'abord, en français ensuite, déposés sur un papier de texture et de format spécifique sous la forme de 8 résurgences, enchevêtrées dans le chaos des ruines d'Auschwitz, semblent s'abîmer dans l'illisible, dans la nuit. Mais ils échappent à ce péril, et à l'inverse d'une disparition, ce sont au contraire des mots qui distinctement résurgent, si on peut le dire ainsi, qui résurgent à l'intérieur du livre. Les mots de Nadjari sont dans les ruines, affectés, fragiles, mais parfaitement lisibles, avec la puissance d'un texte qui ne peut pas ne pas avoir existé et qui relaie à lui seul les voix, toutes les voix sous la cendre. Je suis heureuse d'avoir, au cours de ces plus de 4 années, pensé à ce livre et pensé ce livre, d'avoir travaillé autour des manuscrits avec ma chère amie Anne-Laure Brisac, avec les traducteurs Loïc Marcoux et Jacques Duvernay, et les auteurs des différents articles de l'ouvrage qui ont mis leur intelligence et leurs compétences au service de ces manuscrits. Je souhaite les rappeler par ordre d'entrée dans l'ouvrage: Nelly et Alberto Nadjari, Serge Klarsfeld, Fragiski Ampatsopoulou, Georges Didier-Burman, Tal Brutman, Loïc Marcoux, Andreas Kilian. Je n'oublie pas non plus tous ceux qui, depuis la découverte en 1980 dans le sol de Birkenau de ce trésor que représente le premier manuscrit, ont œuvré à sa lisibilité, à sa conservation et à sa transmission. Leur rôle, dont celui de Fragiski Ampatsopoulou, ici présente, véritable pionnière et qui est trop modeste pour se présenter comme telle, est considérable, puisqu'elle et eux tous ont permis de contribuer à établir une preuve infalsifiable du témoignage de Nadjari et de soutenir l'espoir qu'il formulait en novembre 1944 que son manuscrit trouve un jour des mains pour l'extraire de sa gangue de terre de Birkenau et des yeux pour le lire. Être entendu était le vœu le plus cher du Sonderkommando Marcel Nadjari. Qu'il soit et reste entendu constitue notre vœu le plus cher. Merci. Il était normal que je m'associe à ce travail, une fois qu'il a été fait d'ailleurs, parce que mes liens avec Auschwitz datent d'il y a 80 ans, puisque normalement j'aurais dû faire partie du prochain convoi que nous allons commémorer le 28 octobre et qui emportait les grands-parents de Annette Vievorka et mon père. Et puis en 1965, mon engagement pour la mémoire, pour la justice aussi, s'est manifesté en allant à Auschwitz en 1965. En 1980, j'ai retrouvé l'album d'Auschwitz. Aux États-Unis, je l'ai retrouvé et j'ai pu diriger cet album vers Yad Vashem, où il constitue certainement le document le plus important portant sur ce qui s'est passé dans les camps d'extermination au point de vue visuel. Et j'ai publié la même année, pour la première fois, donc cet album d'Auschwitz qui depuis a été publié presque des dizaines de fois. En 1981, j'ai organisé le premier pèlerinage à Auschwitz. En 1989, j'ai publié le catalogue de David Holler. Je le montre, ce catalogue de David Holler, parce que David Holler a sauvé la vie avec Strasvogel, un autre membre du Sonderkommando, a sauvé la vie de tous les survivants du Sonderkommando, pratiquement, en
en les convainquant de ne pas se révolter dans le sondaire commando du crématoire 2, alors que les SS étaient en train de liquider ceux du commando numéro numéro 2, alors que eux étaient dans le sondaire commando numéro 3. Et puis en 92, le train de la mémoire qui a emmené 1000 descendants de ceux qui ont péri à Auschwitz, qui est parti de Paris à Auschwitz et retour. En 2005, la restauration de la Judenrampe, que j'espérais depuis déjà une vingtaine d'années. Et puis, en 1989, le très grand ouvrage de Jean-Claude Pressac, Technique et fonctionnement des chambres à gaz, publié en anglais à New York. Puis je fais partie du comité international d'Auschwitz et de la fondation Auschwitz-Birkenau. Donc il était tout à fait normal que, s'agissant d'un document exceptionnel, d'un homme exceptionnel, d'une aventure historique et humaine tout à fait exceptionnelle, que j'essaye de faire une petite préface à une œuvre gigantesque. Elle est très ramassée, cette œuvre gigantesque. Elle est ramassée dans le témoignage que vous avez entendu, mais ce témoignage, il dit à peu près tout. Il dit à peu près tout sur ce qui se passait, sur la mise à mort des Juifs, et sur le sondaire commando, et sur les problèmes qui pouvaient se poser à ceux qui faisaient partie de ce sondaire commando, et puis l'histoire de ce sondaire commando. Il parle de 1200 hommes au départ, qui sont scindés dans les bunkers et dans les 4 crématoires. Et puis ça se réduit, et ça s'achève avec quelques dizaines de survivants qui réussissent à survivre en se mêlant à la foule, à la masse des déportés évacués. Mais comment dire, c'est une aventure humaine exceptionnelle, parce que c'est un homme qui a été combattant dans la guerre victorieuse contre l'Italie. Et ensuite, après la défaite de l'armée grecque devant l'armée allemande, qui à l'époque était quasi invincible, eh bien, il entre dans la résistance. Et puis après, il est blessé, il est dirigé sur Athènes, il fait partie des maquis, et il échappe au sort des Juifs de Salonique. Et là aussi, ça me touche beaucoup. J'ai connu Myriam Novitch, qui a été la première à écrire, c'est une amie, la première à écrire sur les Juifs grecs. Les Juifs grecs, ce sont ceux qui ont connu la pire destruction en Europe. Pratiquement. Ils étaient à peu près 70 000, on n'est jamais sûr des chiffres, mais à peu près 70 000, 90% d'entre eux ont été anéantis. Et moi, je suis allé en Grèce, j'ai parcouru la Grèce dans les années 50, 54, 55, 56, dans tous les sens. À l'époque, ayant fait beaucoup d'études classiques, je m'intéressais plutôt aux héros de l'Antiquité qu'à la Shoah. C'est venu après la Shoah. Je regrette de ne pas avoir été à l'époque, disons, passionné
le sujet qui m'a passionné ensuite. Et puis, comment dire, et puis Manolis, parce qu'il faut l'appeler, moi je préfère l'appeler Manolis, parce que c'est un patriote grec. Et c'est atypique parce que, au fond, les Juifs grecs à Salonique, ils avaient été proches plutôt des Ottomans que des Grecs. Les Grecs les regardaient avec suspicion, il y avait de l'antisémitisme très fort. Mais lui, c'est un véritable patriote. Il n'arrête pas de parler dans son témoignage de la Grèce, qu'il est un vrai Grec, que les Grecs sont courageux, que ses derniers mots, c'est de se réjouir d'avoir appris que le 12 octobre, il écrit son témoignage le 3 novembre, ou il l'enfouit le 3 novembre. Et il se réjouit d'avoir appris, il est heureux que la Grèce soit libre. Et il n'a cesse de le répéter du début à la fin qu'il est grec et qu'il est un vrai grec, que les vrais grecs savent mourir, se battre. Et puis, il effleure, bien entendu, il raconte, il décrit à la fois les lieux, il décrit le travail du Sonderkommando, il décrit comment la majorité des Juifs qui arrivent à Auschwitz-Birkenau sont mis à mort, mais aussi il pose les problèmes du travail qu'il est en train d'effectuer, et puis les problèmes métaphysiques. Il parle de Dieu à plusieurs reprises, il se pose la question de Dieu. Est-ce que il parle de notre beau travail que le Dieu Tout-Puissant a voulu que nous fassions. Donc il met en doute l'existence de Dieu. C'est quelque chose de fort pour un juif qui n'est pas tellement religieux, mais qui sait que pourquoi il vit, à quel peuple il appartient, et il le dit d'ailleurs d'une formule, je suis condamné à mort car je suis de religion juive. Et effectivement, même si pour les Allemands c'était un critère racial, mais le critère racial ne pouvait être défini que par le critère religieux. Et donc, subjectivement, il avait raison de dire qu'il est mort parce qu'il est de religion juive, même si pour les Allemands, c'était les grands-parents qui étaient de religion juive. Alors, c'est un document, je crois, qui ne doit pas être pesé sur une balance littéraire. C'est un document absolument exceptionnel qui restera parce que les autres témoignages de Sonderkommando ne sont pas aussi puissants que celui-ci. Et puis, c'est un document qui est corroboré par le document qu'il a écrit en 1971. Pardon ? Oui, alors en 1947, il l'a écrit, mais il a été publié, je crois, en 1971 en grec. Mais enfin, en 1947, il l'a écrit et il est beaucoup plus étendu. C'est-à-dire que les deux témoignages sont complémentaires et que le second confirme le premier et que les négationnistes sont désarmés en face de cette situation, c'est-à-dire qu'on a retrouvé le témoignage original de novembre 1943, on l'a retrouvé en 1980 et que Mme Nadjari est mort sans savoir qu'on retrouverait son manuscrit. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait
je pense que le sujet le mérite, qu'il y ait un très grand colloque sur les sondaires commandos, un très grand colloque qui fasse tout à fait le point, pas un colloque comment dire, d'un jour, un colloque d'une semaine, un colloque véritablement mondial où les communications sont écrites déjà quelques mois avant par les historiens et comment dire, que l'on puisse ensuite discuter justement sur les communications. Mais je pense que c'est absolument, comment dire, c'est absolument nécessaire d'avoir ce colloque, de faire le point sur les lacunes, de faire le point sur les distorsions, de faire le point complètement sur ce. Je pense que c'est où à Washington ou à Auschwitz ou au mémorial de la Shoah, mais enfin, il faut organiser absolument ce colloque scientifique sur les sondaires commandos. Mais il faut dire aussi que Nadjari est un homme intelligent, il arrive à évaluer le nombre des morts. Il parle de 1 400 000, c'est lui qui se rapproche le plus du chiffre véritable, mieux que les statisticiens qui ont suivi ou que les dirigeants des organisations juives qui parlaient toujours à tort et à travers de 6 millions de juifs à Auschwitz pendant plus de 40 ans. Bon. Voilà, c'est peut-être l'essentiel de ce que j'avais à dire. Et puis c'était aussi un homme qui a de l'humour, qui a de l'énergie, de l'humour, et qui est connu même par d'autres témoins, et qui est doué certainement, qui était doué certainement d'une grande capacité d'expression et de conviction, puisque c'est quand même extraordinaire. Il a réussi à organiser le 1er janvier 1945 une séance artistique dans la salle de déshabillage du crématoire 3, ce qui est absolument impensable. Et donc il faut continuer à travailler sur non seulement sur ce témoignage, mais travailler pour que on puisse donc faire le point sur le travail des sondaires commandos qui a été différemment évalué après la guerre. Après la guerre, il ne faut pas oublier, il y avait beaucoup de victimes, de survivants qui n'avaient pas été déportés, mais dont les proches avaient été déportés et qui ne comprenaient pas pourquoi les leurs n'étaient pas rentrés et que d'autres étaient rentrés. Et donc les sondaires commandos étaient considérés comme un allié, un soutien des nazis, et la situation a beaucoup, disons, le point de vue qu'on porte sur eux a beaucoup évolué depuis, au point qu'on peut considérer que Manolis Nadjari n'est pas seulement un héros grec, mais c'est aussi un héros juif.